Euh, Bonjour mon cher Maurice, vous êtes à Madagascar puisque vos fonctions de consultant vous mènent par Mons et par Vaux. Comment ça va à Madagascar? Quel temps fait-il sur la grande île? Ça va, ça se passe très bien à Madagascar. Il fait légèrement froid puisqu'on est à quelques encablures de l'hiver qui va démarrer, ce qu'on appelle l'été indien. Et oui, ça se passe plutôt bien à Antsirabe. Merci Ousseynou. Alors, votre premier sujet aujourd'hui, Ousseynou, pardon? Oui, si je peux me permettre de vous corriger, c'est l'hiver austral. L'été L'hiver indien, austral. c'est plutôt du côté du Canada. Mais C'est tout à fait exact. Je prends. Merci beaucoup. Alors, vous vouliez nous parler donc aujourd'hui, votre premier sujet, c'est la fête de l'indépendance au Cameroun. oui, en ce 21 mai, dimanche, nous sommes au lendemain du 20 mai, le 20 mai qui est la fête de l'unité, pour être plus précis, qui donc célèbre la réunification en 1972 de la partie anglophone et de la partie francophone du Cameroun, puisque, comme vous le savez, ce pays colonisé d'abord par l'Allemagne a été mis sous protectorat double anglais et français après la guerre de 39-45, et donc 15 ans plus tard est arrivé à accéder à l'indépendance, très précisément le 1er janvier 1960 d'ailleurs. Donc c'est la première des quelques 16 États francophones subsahariens qui, pendant ces années 1960-là, se verront, entre guillemets, octroyer l'indépendance par la puissance tutélaire qui était la France et dans une moindre mesure l'Angleterre pour ce qui est du cas du Cameroun. Je voulais parler du Cameroun parce que c'est mon deuxième pays de cœur pour des raisons qu'il serait peut-être un peu long d'évoquer ici, mais je voudrais en parler pour souligner le grand paradoxe qu'il y a, de mon point de vue, entre l'immobilisme de ce pays-là, sinon l'immobilité, et l'innovation vivace de ce même pays. Immobilisme parce que nous avons depuis bientôt 41 ans passés, d'ailleurs 41 ans passés, nous avons au pouvoir le même homme, Biya, Paul de son prénom, qui est inamovible au pouvoir présidentiel. Tout à Et fait. nous avons une gérontocratie au Cameroun dans le sens où le président de l'Assemblée nationale est octogénaire, Cavaillé Gibril. Le président du Sénat, lui, a 90 ans passés, Niat Difendi. Les ministres du gouvernement sont tout aussi âgés. On a aussi un jeu de chaises musicales où quand Paul Biya enlève quelqu'un de son poste directorial ou ministériel, il nomme quelqu'un de la même région, sinon du même village. Donc, on a un jeu d'équilibre comme ça qui peut frôler l'immobilisme. Et aussi, toujours du point de vue de cet immobilisme-là, il y a deux autres choses dont je voulais parler. C'est la question de la succession de Paul Biya qui se pose maintenant qu'il a 90 ans, et on parle de plus en plus de son fils aîné, Franck, comme devant être celui qui va lui succéder, alors que le Franck en question a un pedigree totalement vierge en termes d'action politique. Ce serait quand même assez dommage pour rester dans la litote que Franck Biya succéda à son père à la prochaine élection de 2025 présidentielle. Et toujours du côté de l'immobilisme, le Cameroun a une diaspora très bien éduquée, diplômée, fortement diplômée, avec des ingénieurs, des avocats, des informaticiens, des administrateurs de société. Mais cette diaspora-là peut difficilement participer à la vie nationale parce que d'abord, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Donc tous ces Camerounais, entre guillemets, qui sont canadiens, français, allemands, etc., doivent renoncer de facto et de jure à leur nationalité camerounaise. Et quand il leur prend de se mêler un peu trop des affaires politiques du Cameroun, on leur fait savoir qu'ils ne sont pas tant que ça camerounais. Patrice Nganan, écrivain, a ainsi été incarcéré à la prison de Newbell avant d'être expulsé comme ressortissant américain, puisqu'il est prof d'université aux États-Unis. Le grand chanteur et bassiste Richard Bona, lui aussi, qui est anti-BIA patenté, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire camerounais alors qu'il avait déjà
atterri à l'aéroport au Cameroun. Il a repris le vol le même soir de 23 heures pour repartir alors qu'il était venu enterrer sa mère. Donc, c'est assez dommage. Mais dans le même temps, on a un pays qui est la première économie de la CEMAC. On a un pays qui vient de mettre en place le visa électronique. On a un pays qui est celui de toutes les potentialités et qui, à l'inverse des pays pétroliers qui entourent le Cameroun, comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon, est un pays qui a su mettre l'accent sur son agriculture, qui a une vraie population paysanne et agricole qui produit ce que ce pays-là consomme. Donc voilà, ce sont ces paradoxes-là que je voulais souligner en souhaitant une très bonne fête de l'indépendance, une très bonne fête de l'unité à mes amis camerounais qui sont nombreux. Donc voilà ce que je voulais en dire. Vous avez peut-être un petit mot à ce propos-là avant qu'on passe à votre premier sujet. Oui, absolument. En fait, à vous entendre, en fait, vous pointez du doigt le fameux paradoxe hein, entre la prospérité économique et la faillite morale. Finalement, le Cameroun ne fait pas exception dans le landerneau des démocraties africaines, dont la caractéristique majeure est d'être des démocraties sans démocrates. Souhaitons-leur de sortir par le haut de toute cette affaire. Je vous laisse la responsabilité en toute démocratie de vos propos un peu durs. Mais C'est vous vrai. vouliez nous amener un peu plus haut sur le continent, du côté de l'Éthiopie, qui a construit un méga barrage sur le Nil. Et il y a un fort intérêt de l'Éthiopie pour ce barrage sur le Nil qui lui permet de développer, je pense, son agriculture, mais ça le met en porte-à-faux avec ses grands voisins, notamment l'Égypte, où se situe l'embouchure du fleuve Nil. Absolument. Mais avant même l'agriculture, vous le notez et c'est tout à fait exact. Quand vous dites que ça lui permet de développer son agriculture, c'est exact. Mais la première chose que ce projet ambitieux, lancé par l'Éthiopie en 2011, de construction du plus grand barrage finalement hydroélectrique du continent africain, ce que ça va lui permettre en fait, c'est de donner accès à 65 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité. C'est environ 70% de la population éthiopienne, selon un rapport de la Banque mondiale, qui serait laissée pour compte de ce qui aujourd'hui est un droit fondamental. Pour nos internautes que ça intéresse, peut-être juste rappeler que ce méga projet estimé à environ 4 milliards de dollars représente une étape majeure dans le développement économique et énergétique de l'Éthiopie. Ce qu'ils ont appelé le barrage de la Renaissance, à juste titre, a le potentiel de générer en fait une puissance considérable, avec une capacité totale de 6 450 mégawatts une fois achevé. Ça pourrait répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, contribuer à l'électrification du pays et vous avez raison de le noter, améliorer en fait le potentiel agricole de ce géant du continent. En février 2022, la première turbine du barrage a été mise en marche, marquant ainsi le début de la production d'électricité. Et puis le 11 août, la seconde turbine a été démarrée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Ces deux turbines combinées ont déployé une puissance d'environ 750 mégawatts, ce qui est déjà une contribution significative à la production d'énergie en Éthiopie. Mais le GERD, en fait, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, entièrement financé par les Éthiopiens, qui avaient acheté des obligations d'État, permet à Addis Abeba aujourd'hui d'ignorer les manœuvres de l'Égypte. Parce qu'il faut le dire, c'est important de noter que ce projet suscite des inquiétudes importantes et des tensions dans la région, notamment avec l'Égypte. Parce que, vous le savez, l'Égypte dépend également des eaux du Nil, mais et c'est ça qui est le plus cocasse dans l'histoire, c'est qu'elle revendique un droit sur le Nil au titre d'un traité de 1929 qui lui donne un droit de veto sur tout projet de construction sur le fleuve. Or, le Nil prend sa source en fait en Éthiopie. Un autre traité de 1959 porte à 66% la part de l'Égypte sur les eaux du Nil Que le et à Nil prend 22%. sa source un peu plus loin que l'Éthiopie. Excusez-moi de vous couper, mais il me semble Oui, que le Nil prend sa source un peu plus loin que l'Éthiopie, dans la région carrément des Grands Lacs. oui, mais en réalité, la partie la plus importante du Nil, en fait, elle prend la source la plus importante, en fait, est complètement en Éthiopie. Et d'ailleurs, c'est sur ce fondement que l'Éthiopie
qui n'est pas partie prenante des traités que excipe justement l'Égypte pour s'opposer à ce projet-là, l'Éthiopie, justement, affirme ne pas être tenue par des dispositions, finalement, qui l'excluent et qui l'exproprient d'une part importante, en fait, du Nil. Aujourd'hui, il y a, dans un contexte quand même qui est assez particulier de conflit ethnique, cette infrastructure-là constitue un véritable facteur d'unité pour les Éthiopiens. Et donc, Addis Abeba ne s'y est pas trompée. Elle a commencé le remplissage du réservoir qui est encore en cours. Et une fois terminé, le barrage à Renaissance pourra stocker d'énormes quantités d'eau et permettra ainsi une production d'électricité régulière et fiable. Il faut s'inquiéter de ce que ces tensions-là, géopolitiques en fait, des implications qu'elles peuvent avoir sur la région et sur les relations entre les deux puissances africaines. Donc nous continuerons de suivre de près en tout cas les avancées de ce projet et les implications Tout à fait. géopolitiques associées. Une zone, Voilà. Mais une zone effectivement de grosse turbulence entre la guerre civile entre le pouvoir central éthiopien et le Tigré, alors que, comme par ironie, leur premier ministre Abiy Ahmed a bénéficié d'un prix Nobel de la paix pour cette même histoire, plutôt celle de l'Érythrée, de la paix avec l'Érythrée. Nous avons des soubresauts très forts au Soudan du Sud, au Soudan même, où deux généraux s'affrontent. C'est un pouvoir militaire qui est en place en Égypte. Donc, effectivement, on a lieu de craindre, avec aussi le verrou libyen qui a sauté, celui qui empêchait l'immigration sauvage subsaharienne vers les côtes européennes. Nous avons effectivement beaucoup de raisons de nous inquiéter pour cette partie de l'Afrique. tout à fait. Et alors, moi, pour moi, la transition toute trouvée pour parler un peu du Sénégal, pour revenir un peu plus proche de chez nous. Et le Forum africain des industries créatives et culturelles, le FORAFRIC, du 24 au 26 mai à Dakar. Vous souhaitiez nous en parler puisque vous êtes panéliste sur le droit d'auteur. Tout à fait. Le Forum africain des industries culturelles et créatives, aura lieu du 24 au 26 mai ici à Dakar, à l'ancien palais de justice, au Cap Manuel, donc à la pointe atlantique de Dakar. Elle est organisée, ce forum, par la Fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives, le FINIC, dirigé par l'administrateur Esguin, un Français. Et effectivement, j'ai eu le privilège d'être invité à être panéliste pour le jeudi 25 à 16h30 avec d'autres participants à ce panel comme Ngoné Nour, la PCA de la SODAV, qu'entre parenthèses, je voudrais remplacer en juin prochain comme Tout à PCA de fait. la SODAV, Puisque comme vous êtes candidat. également mon ami. Oui, je suis candidat d'ores et déjà, et ce depuis octobre 2022. Et donc, il y aura également Sylvain Sankhalé, qui est connu comme expert du droit d'auteur et également collectionneur d'art très connu sur le continent en matière d'art africain contemporain. Et voilà, ce panel portera sur droit d'auteur en 2023 à la lumière de la blockchain et des crypto-monnaies, de l'Internet. Le panel auquel je participe verra la présence, disais-je, de Ngonendour, PCA de la SODAV, et de Sylvain Sankhalé, entre autres, ainsi que du directeur général de la SACEM, qui est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France, et sera modéré par l'avocate Madame Tine de Sunulex, qui vit en Belgique. Voilà, c'est un bel événement culturel. Je salue le fait que Youssou N'Dour, avec sa fondation, assume pleinement son rôle de leadership en matière de promotion des industries culturelles et place au cœur de cette question des ICC la problématique du droit d'auteur qui doit sous-tendre toute politique culturelle parce que, comme on sait, le droit d'auteur pour les créateurs et ceux qui les entourent dans l'écosystème de la création, c'est un salaire différé, c'est également un revenu très important et encore plus important que les cachets que reçoivent les artistes. Voilà, Maurice, ce que je voulais dire sur ce forum qui se passera
du 24 au Sénégal, mais vous êtes sensible à la catégorie qui puisse exister. Vous vouliez nous parler de la quintuple victoire des Lions du Sénégal incarnée par les Lions la dernière fois. Tout à fait. Alors, ce vendredi soir, les passionnés de football africain ont été témoins d'un match palpitant lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Cette rencontre qui opposait deux nations puissantes du continent, le Sénégal et le Maroc. Les Lions de la Teranga qui dominent le football africain depuis 2022 avec des victoires en veux-tu en voilà, la CAN 2021, le Tchad 2022, la CAN U20, espéraient continuer leur série victorieuse. Au Sénégal, tous les regards étaient tournés vers le capitaine Amara Diouf, élu meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur qui fait sensation en ce moment. Mais face au Sénégal, il y avait une équipe marocaine solide qui se dressait et qui était impressionnante depuis le début du tournoi. Les Marocains avaient montré leur détermination et leur qualité tout au long de la compétition, ce qui en faisait un adversaire redoutable. La finale promettait donc d'être un affrontement intense entre ces deux équipes en quête de gloire continentale. Le match a été disputé avec férocité, ce qu'on peut attendre de Lyon, de l'Atlas et de la Teranga, chaque équipe se battant pour prendre l'avantage. Les joueurs ont démontré leur talent, leur technique et leur détermination. Finalement, le Sénégal a triomphé et a remporté la finale, ajoutant ainsi un autre trophée continental à son palmarès déjà impressionnant. Avec cette victoire, le Sénégal aligne pour la première fois, et c'est inédit dans l'histoire du football africain, c'est certain, mais au niveau mondial, 5 trophées continentaux, couronnant ainsi une période de succès sans précédent pour le football sénégalais. Quoi qu'il en soit, ce match a été une vitrine de talent, de la passion et de l'engagement qui animent le football africain. Les jeunes joueurs des deux équipes ont montré leur potentiel et ont prouvé qu'ils sont, de façon indubitable, les futurs talents du football sur le continent. Donc nous célébrons la victoire du Sénégal dans cette compétition et nous attendons avec impatience de voir comment ces jeunes joueurs continueront à grandir et à se développer. Et nous l'espérons à contribuer au succès du football africain sénégalais, sénégalais évidemment, pour la décennie qui vient. Et donc, Oui, Gatché Gatien Galama et au Lionceau U17 de moins de 17 ans. Et de ce point de vue-là, ça a été un peu dommage, cette polémique sur l'âge du jeune Amara qui ne serait pas réel. Il est réellement âgé de moins de 17 ans. On a vu les photos de ses passeports un peu trop habituels sportifs. Et aussi, je voudrais dire que cette victoire est une belle série qui continue pour deux présidents, le président de la Fédération sénégalaise de football, Senghor, qui refuse de quitter son poste, quel qu'il soit, aussi bien maire de Gorée que président de la Fédération de foot depuis bientôt 15 ans, sous le magistère duquel toutes ces victoires se sont réalisées. Et à ce propos-là, je disais un peu par boutade que placer notre président de la République quand il aura terminé ses deux mandats ou ses trois secrétaires généraux de l'ONU, mais ce serait plutôt sur cette belle victoire des Lionceaux. tout à fait. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée puisque vous parlez de Macky Sall. Le dialogue politique finalement aura lieu le 30 mai et vous souhaitiez nous en parler. Oui, le 30 mai est une date excellente par rapport à celle qui avait été précédemment évoquée, qui est le dimanche 28 mai, qui est la célébration de la Pentecôte, fête religieuse importante pour l'art et de ce point de vue-là, je pensais, je l'avais dit dans une émission précédente, Tout à Tract avec vous, que je trouvais malvenu qu'on tienne à conciliabule politique
pendant la célébration d'une importante fête religieuse, fût-elle chrétienne. Donc, c'est bien que cette date du 30 mai soit finalement retenue. Il est bien également que, à côté de la majorité présidentielle, des acteurs importants de l'opposition aient consenti d'ores et déjà à y participer. Je pense à Khalifa Sall, qui, bien qu'il fasse partie de la frange supposée la plus radicale de l'opposition, c'est-à-dire Yewwi Askan Wi de Sonko et consorts, a dit qu'il ira au dialogue politique. Idrissa Seck de Rewmi a également dit Funumowo dialogue Menyo, donc il ira à ce dialogue-là. Donc, ça fait au moins 3 grands présidentiables potentiels qui seront à ce dialogue politique national. Je le salue. J'espère que de là sortiront des mesures et des décisions structurantes pour la vie politique sénégalaise. Et pourquoi pas, je l'appelle de mes voeux, la levée de cette obligation d'avoir des parrainages à hauteur de 0,8% à 1% du corps électoral sénégalais pour pouvoir postuler à la présidentielle de notre pays, ce que je pense être une contrainte antidémocratique et également une violation du secret du vote, puisque quand on donne son parrainage pour un candidat, on est présumé également vouloir voter pour ce candidat-là, ce qui, de mon point de vue, entache le secret obligatoire du vote démocratique. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce futur dialogue politique national. Mais vous également, vous restez avec nous au Sénégal, puisque j'évoquais la Pentecôte, justement pour ce 123e pèlerinage marial de Popenguine qui a traditionnellement lieu à la Pentecôte. Vous vouliez nous dire quelque chose sur les préparatifs du pèlerinage marial de la Pentecôte? Tout à fait. Je vais essayer d'aller au plus vite puisqu'il nous reste environ 3 minutes et 57 secondes et nous nous obligeons à respecter un certain format. Juste dire la chose suivante, que effectivement, je pense que vos auditeurs sont de plus en plus nombreux et que votre invitation à tenir compte, en tout cas à mieux tenir compte des minorités, a dû être entendue et que des gens importants de votre auditoire ont dû peser de tout leur poids pour que ce soit changé et c'est tout à votre honneur. Je voulais donc parler du pèlerinage marial de Popenguine, puisque c'est vrai que ce sera la 123e édition, prévue du 27 au 29, et que les préparatifs aujourd'hui sont presque achevés. Popenguine, pour ceux de nos amis qui nous suivent et qui ne sont pas sénégalais, c'est une petite localité située sur la côte sénégalaise, qui est connue pour sa célèbre basilique, Notre-Dame de la Délivrande, qui est un lieu de dévotion mariale, qui abrite aussi un sanctuaire. Mais Popenguine est aussi et surtout connu pour le pèlerinage annuel qu'elle abrite et qui constitue une tradition profondément ancrée dans la communauté catholique sénégalaise. À l'occasion de la solennité de la Pentecôte, des milliers de fidèles d'ici et de la diaspora convergent vers Popenguine pour exprimer leur foi, la raviver, la renouveler et se confier à l'intercession de la Vierge Marie. Donc c'est un moment privilégié pour la prière, la réflexion et la communion spirituelle. Donc nous invitons tous les Sénégalais à ce point-là. Alors, je sais que vous voulez nous parler aussi de Absatoussi, justement une grande Sénégalaise. Euh, Qu'est-ce que vous voulez nous en dire, Hussein? Oui, je voulais saluer l'événement que Absatoussi, qui est française, ou en tout cas franco-sénégalaise, mais très tournée en termes de business, d'entrepreneuriat et d'événementiel vers son pays, le Sénégal, où elle a des boutiques de cosmétiques et où elle organise le Africa Meet, Meet M-I-T-H pour Make It Happen, qui se passera au Centre international de conférence Abdou Diouf du 27 mai au 6 juin pendant 11 jours. Et c'est ce qu'elle appelle l'événement de tous les possibles autour de l'entrepreneuriat avec le thème suivant, les chaînes de valeur en Afrique, comment encourager l'industrialisation et renforcer les partenariats locaux. Je salue les actions de notre diaspora en direction de notre pays commun et de leur pays d'origine. Et je voulais faire ce coup de chapeau à notre belle compatriote, si je peux me permettre de parler de sa plantureuse plastique, Absatoussi, mais qui en a autant également dans le cerveau et dans la vision. Voilà, donc pour terminer rapidement cette émission, on va aller au Mali
un pays qui vous est familier, les Maliens sont appelés à voter pour l'adoption de la nouvelle constitution. Enfin, vers quoi cela va-t-il nous mener? Alors, l'une des principales dimensions de cette révision constitutionnelle concerne le rôle accru accordé aux collectivités territoriales, conformément aux accords d'Alger, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Donc, des conseils régionaux élus seraient ainsi mis en place dans les 10 régions du Mali, y compris dans 2 nouvelles régions créées au nord. Et cela serait accompagné de la création d'un Sénat qui offrirait une meilleure représentativité au nord du pays, qui est faiblement peuplé. Nous n'avons plus de temps. En 2 mots pour conclure. Alors, merci à tout le monde. Peut-être que les Maliens qui sont invités aux urnes, en fait, pour se prononcer, pour l'adopter, voilà, leur suggérer, leur recommander en tout cas d'y aller, parce que c'est aussi ça la démocratie. Merci Ousseynou. Merci à Maurice. Bon séjour à Antsirabe. Bonne suite de séjour vraiment. Couvrez-vous avec le froid